Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unouanou, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo, je vous invite à faire un peu de revue de code. Récemment, au niveau de l'entreprise où je travaille, on a eu à accueillir un nouveau stagiaire. Donc je lui ai demandé de travailler sur un projet Laravel de son choix. Et puis après, on allait parcourir le code ensemble et j'allais lui faire des retours afin de dire on peut améliorer ceci, on peut améliorer cela. Et également de mon côté, j'allais apprendre énormément de choses au travers de son code. Donc on a eu à faire cela. Il m'a envoyé son code. On l'a parcouru ensemble. Mais au travers de cette expérience-là, je l'ai trouvé vraiment instructive. Donc disons que j'ai trouvé l'expérience de parcours de code vraiment instructive. Donc je lui ai demandé l'autorisation d'utiliser son code afin de faire un tutoriel là-dessus. Comme ça, peut-être d'autres personnes pourront bénéficier. Donc merci à toi, mon ami le stagiaire, si tu regardes cette vidéo. Donc là, c'est un projet Laravel. Je vais donc supposer que vous êtes un peu à l'aise avec Laravel. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est un git clone de ce projet. Donc, si je tente de faire PHP Artisan Serve, ça ne va pas marcher parce que je vais devoir installer toutes les dépendances en faisant Composer Install. Donc, tout s'est bien passé. On va refaire PHP Artisan Serve et ça a l'air de marcher. Moi, je vais utiliser le port 5000, que mon port 8000, je l'utilise pour autre chose. Et là, on peut voir déjà, on a une erreur 500. C'est parce que j'ai oublié de générer une clé et puis on n'a même pas de fichier .env. Donc, je vais créer un fichier .env. On prend tout le contenu de .env.example et puis on va générer une clé. Donc là, je peux venir ici faire PHP Artisan key generate afin de générer notre clé. Normalement, tout est bon. On vient là, on réessaie et on nous dit qu'on ne connaît pas la BD Laravel. Donc, le nom qu'on a eu à mettre ici, c'est Laravel. Là, je vais changer le nom pour ptest dev et puis on va créer cette BD. Donc, au niveau de ma machine, j'ai un raccourci qui me permet de créer la base de données en faisant dbcreate. Donc, c'est la même chose que de taper mysql-uroot-p et puis create database de ptest dev. OK? Mais nous, on l'a déjà créé, donc ça ne va pas marcher. Vous pouvez également la créer avec phpMyAdmin si vous le souhaitez. Normalement, tout est bon. On doit appliquer nos migrations. Donc, c'est le cas. Il ne trouve pas une table links. Et si on regarde ici, on a bel et bien une migration. Donc, on va faire PHP Artisan migrate. Tout s'est bien passé. Est-ce qu'on a des seeders? Non, on n'a pas de seeder. Sinon, on allait faire PHP Artisan dbseed. On aurait pu migrer et puis également appliquer les seeders. Mais là, on n'a pas de seeder. On va réessayer. Et mamma mia, on voit maintenant quelque chose qui est affiché. Donc, on clique pour voir un peu ce que l'application fait. Elle permet de rajouter des liens. Donc, c'est comme si on doit mettre une URL et puis une description. Donc, je vais mettre Toto. Comme URL, on va mettre facebook.com. On va mettre Facebook description. Désolé pour mon anglais. On fait save. OK. On vient au niveau de l'ensemble des liens ou bien de la page d'accueil. C'est la même chose apparemment. On peut voir le lien, cliquer et ça nous redirige vers Facebook. Ou bien on peut supprimer également. OK. Donc je pouvais rajouter un autre lien. Google.com. On met Google. On valide. OK. Là j'ai une erreur de validation. On me dit que la description doit être d'au minimum 8 caractères. Donc, on va mettre Google, description. Parfait. Et là, je serai redirigé vers Google. Donc, on a compris un peu ce que l'application fait. Tout est bon. Essayons maintenant, de regarder le code afin de comprendre comment ça marche. Déjà ici, on peut remarquer qu'on a ce dossier .ide. Ça, c'est un dossier qui est en rapport avec, disons, JetBrains.
Donc, probablement, il utilise PHP Storm et c'est PHP Storm qui génère ceci. Comme vous pouvez le voir, moi, j'utilise Sublime Text. Donc, ceci ne m'est pas utile. C'est pour cette raison que généralement, pour ce genre de dossier de config, des IDE et tout, je vais les rajouter au niveau de .gitignore. Il aurait dû, par exemple, ignorer le dossier .idea, ok? Et puis, c'est la même chose que le dossier VS Code. Donc, si vous utilisez Visual Studio Code, on a aussi ce dossier qui est créé. Après, ça dépend du cas dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes dans une entreprise où tout le monde utilise VS Code ou bien tout le monde utilise PHP Storm, vous pouvez garder ce dossier afin de partager des configurations, mais c'est rare qu'on force des développeurs à utiliser un IDE spécifique. Et même au niveau de .IDE, donc IDEA, je ne sais pas comment le prononcer, ce n'est pas tous les fichiers qu'on doit rendre nécessairement publics, parce que certains fichiers contiennent des informations qu'on ne veut pas nécessairement divulguer. Donc moi, ce qu'on aurait donc dû faire, c'est ignorer ceci, ce genre de dossier-là. Okay? Je vais le supprimer. Et puis essayons maintenant de nous intéresser à proprement dit au code. Le fichier .php version, vous pouvez l'ignorer. C'est moi qui ai eu à l'ajouter afin de pouvoir utiliser PHP 7.4. Parce que s'il n'était pas présent, je vais changer le nom. Par défaut, j'utilise PHP 8. OK? Donc, le fait de mettre ceci, ça me permet de pouvoir utiliser PHP 7.4. Oups, vu que c'est ce que j'ai eu à préciser au niveau du dossier. OK? Donc, si je fais PHP-V, tout est bon. Généralement, je vais commencer par le fichier de routing. Donc, route web. On voit qu'on a plein de routes qui ont été définies. Est-ce qu'on a défini des routes au niveau de API? Non, on n'a pas défini de route. Donc, généralement, si on n'a pas modifié des choses, je vais enlever tout le contenu et puis le laisser vide. Pareil pour channel, on n'a rien changé. Je vais mettre ceci à du vide. Et pareil pour Inspire. Donc, je fais ceci pourquoi? Parce que regardez, quand j'ai eu à venir ici, j'ai pris un peu de temps afin de regarder pour voir est-ce que quelque chose a été rajouté. Alors que si c'était comme ça, j'allais savoir automatiquement que rien n'a été rajouté vu que c'est vide. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez venir après au niveau de github.com, laravel/laravel. Et puis là, c'est le code d'un projet de base Laravel. Donc, on pourra récupérer de nouveau le contenu de route API ou bien le contenu de route console. Rien ne va être perdu. Donc, généralement, si je ne modifie rien, je vais juste mettre du vide. Ici également, on a des commentaires. On peut l'enlever vu que ceci n'est pas utilisé. Et je vais enlever également tous ces commentaires-là. On se retrouve donc avec cela. Pour la page d'accueil, on utilise un contrôleur link controller et puis l'action index. On voit que ici, c'est la même chose. C'est le même contrôleur, la même action. Et puis là également, c'est la même chose. Le même contrôleur, la même action. Donc, on a 3 routes pour la même chose. Donc, je vais enlever ceci, cela. Et puis, on va dire simplement, on aura une seule route. Vu que c'est la page d'accueil, on va nommer ceci Home. Bien sûr, on aura des erreurs si les autres routes étaient utilisées, mais on va régler cela petit à petit. Donc, ça ne sert à rien d'avoir 3 routes pour la même chose. Donc, j'ai enlevé cette route-là, j'ai enlevé également cette route-là, vu que c'était le même contrôleur et la même action, mais avec des noms différents. Donc, partout où link index et puis link all étaient utilisés, on va remplacer cela par la nouvelle route home. Donc, je vais lui donner un nom de route qui est home. On n'a plus besoin de home controller, je peux l'enlever. On vient au niveau de app, HTTP controller. On n'a même pas de home controller, donc on devait enlever ceci. Probablement, il avait créé un contrôleur home controller, mais après, il l'a retiré. Mais il a oublié de retirer l'importation. Pour mes contrôleurs, j'aime les mettre au pluriel. Donc, en lieu et place d'avoir link controller, je vais mettre links controller. De cette manière. Donc, on peut venir ici. On va renommer le contrôleur en links controller. Parfait.
Ici, pour que ce soit plus simple pour se retrouver pour le tutoriel, je vais enlever les doc blocks. Donc en pratique, on va les garder, mais juste pour que on ait moins de code pour se retrouver, je vais les enlever. Et si vous utilisez même le typing PHP, vous pourrez avoir des trucs beaucoup plus intéressants sans mettre tout cela. Là, on voit que ces deux actions ne sont pas utilisées, on peut les retirer. Essayons de voir est-ce que tout continue de marcher. On aura bien évidemment plein d'erreurs. Vous voyez que là, on a 404 not found. C'est la route qu'on a eu à retirer. Ici, on ne connaît pas links controller. Essayons de venir au niveau de route, web. Là, il faudra mettre links controller. On nous dit que la route link index n'est pas définie. Donc, c'était les deux routes qu'on a eu à retirer, link index et link all. C'était au niveau de quel template? Ressources views include header link. Donc, regardons ressources views include header link. Donc, partout où on a mis link index, on va le remplacer, comme on l'a dit, par home, vu que c'est la page d'accueil. On regarde, link all était utilisé au niveau de header link. Donc, header link, on utilisait link all. Là également, c'est home. Donc, c'est comme si on a deux liens pour la page d'accueil. Et puis, c'était le cas. Si vous vous rappelez, lorsqu'on cliquait sur home, c'était la page d'accueil. Lorsqu'on cliquait sur links, c'était également la page qui listait en gros tous les liens. Donc, les deux pages faisaient la même chose. Donc, on peut enlever l'un des liens et garder cela. Est-ce qu'on a d'autres erreurs? Tout est bon. Donc, on fait New Link, on fait Home. On est revenu à quelque chose qui marche. On va mettre gmail.com, Gmail démo. On valide. Parfait. Et ça marche. Donc, vous pouvez mettre le nom de vos contrôleurs au singulier, mais j'aime les mettre au pluriel. Également pour les noms de route, là, ça va être links.create, vu que l'action c'est create. Ici, links.store et là, links.delete. Étant donné que j'ai eu à changer les noms de route, on aura des erreurs. On teste. Link delete n'est pas connu au niveau de page link index. Donc, on vient au niveau de page link index. On cherche link.delete. C'est maintenant links.delete. OK, donc on a mis links.delete. Là, c'est link create. Donc, c'est maintenant links au niveau de header link. Donc, on vient au niveau de include header link. Là, ça devient links create et links create. On réessaie et on revient à ce qui marchait. On crée un nouveau lien. Ici, c'est links store au niveau de link create. Donc, on vient au niveau de page, link create. C'est difficile à prononcer, create. Là, c'est links store. Donc, vous avez vu que c'est toujours bon de bien choisir les noms de route. Sinon, après, pour les remplacer, ça peut être fastidieux. Généralement, si j'ai un contrôleur, disons post contrôleur, ce qui va permettre de lister tous les postes, c'est l'action index. Pour créer un nouveau poste, ce qui va afficher le formulaire, c'est create. Pour sauvegarder le poste en lui-même, c'est store. Pour afficher le formulaire d'édition, c'est edit. Pour modifier un poste, c'est update. Et pour supprimer, c'est destroy. Index liste tout. Formulaire de création, formulaire d'édition, édition et suppression. Et les routes, là, ça va être links.index, links.create. Bon, ici, c'est plutôt post de cette manière-là. Donc, je prends ceci en notation snakeys. Et pour les deux derniers, ça va donner cela. Donc ici, pour rester vrai, j'allais mettre links.destroy. Et puis, on sait où on l'avait utilisé.
Je vais rechercher rapidement ici, c'était links.destroy. Donc, on a déjà changé pas mal de choses, mais là, c'est juste parce que j'avais mes propres conventions. Le nom du contrôleur au pluriel, et puis pareil pour les noms de route. Intéressons-nous à présent à link contrôleur, ici l'action index. Donc, l'action qui permet de lister tous les liens. C'est ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On récupère les liens ordonnés par date de création descendante et on fait une pagination de 9. Donc, on aura 9 par page. Là, pourquoi pas, on va mettre une valeur paire avec 10 par exemple. Donc là, j'ai mis 10, mais on pouvait garder le 9. Généralement, j'aime avoir des trucs comme 10, 15, 20 en lieu et place de mettre 9 par exemple. Au niveau de Laravel, en lieu et place de mettre order by created at desk, on peut remplacer tout cela par les tests. En réalité, les tests, ça fait exactement ceci. Ça va ordonner, ça fait un order by. Par défaut, il se base sur created at et il va ordonner ceci par ordre décroissant. Mais si on voulait ordonner par updated at décroissant, on pouvait passer la colonne et puis cette colonne va être utilisée. Mais si on ne passe pas de colonne, il utilise created at. Donc ce qui était là précédemment, c'est exactement la même chose que de mettre les tests. Donc normalement, on n'aura aucun changement et c'est le cas. L'opposé de les tests, c'est oldest. Donc lui va ordonner par ordre croissant. Par défaut, comme on l'a vu, le champ c'est created at comme les tests, mais on pouvait ordonner par updated at de manière croissante. Nous, on voulait ordonner de manière descendante par ordre décroissant plutôt, en se basant sur le created at. Donc on peut garder les tests. Ici, on récupère donc tous les liens paginés par 10. On passe ceci à la vue Page Link Index. Donc, généralement, j'aime également avoir simplement un dossier links qui va contenir, disons, mes liens. Si c'était des posts, un dossier post et puis index. Donc, au niveau de ressources views, on ne va pas créer de sous-dossier page. Généralement, au niveau de page, j'aime mettre mes pages qui sont moins dynamiques. Par exemple, la page About, la page Dead, la page des conditions d'utilisation. Ce genre de pages-là, je vais les mettre dans le dossier page ou bien même dans un dossier static pages. Je vais donc renommer link en links et puis je vais le déplacer en dehors de page. Et on n'aura plus besoin du dossier page, on pourra le supprimer. Cela revient donc à dire, là ça va devenir links create et links show. Mais j'ai comme l'impression qu'on n'a même pas de template show. Donc on peut enlever ceci parce qu'en réalité le show c'est la redirection, donc on n'a pas de template show en réalité. On enlève les espaces, ici on met de l'espace et tout est bon. Donc on a fini de gérer un peu cette action. Là on lieu pas d'utiliser with parce que ça permet de passer une variable à notre vue. J'aime passer mes variables en second argument. Donc je vais dire que j'aurai une variable links qui est $links. Et là on peut même utiliser la fonction compact. On met compact links. Compact va créer un tableau où la clé c'est ce que vous avez eu à mettre et la valeur c'est $ ce que vous avez eu à mettre. Donc si j'avais mis également Toto, on allait avoir ceci, virgule Toto, on va cacher la sidebar, ici $Toto. Donc ceci allait donner cela. Donc là je peux simplement mettre compact links et on aura le même résultat.
Donc, en second argument à view, on peut passer les données sous forme de tableau, clé, valeur, ou bien on peut utiliser with comme il l'avait fait précédemment. Normalement, ça marche de la même manière. Essayons de voir cette vue, à quoi elle ressemble. Donc, on hérite d'un layout link. Étant donné que c'est le seul layout, on va l'appeler, disons, app. D'autres personnes préfèrent l'appeler default, ou bien l'appeler application, ou bien même l'appeler master. C'est à vous de choisir le nom que vous souhaitez. Moi, je vais mettre simplement app. Cela revient donc à dire, au niveau de chaque template, on aura maintenant layout app et là également layout app. Donc, je reviens au niveau de index qui m'intéressait. On hérite du layout de base qui est ici. On met le titre add link. Donc, c'est le titre qui va être mis à ce niveau. Parfait. On fait d'autres choses. On y reviendra. Là également, on fait d'autres choses. Pour l'instant, je ne sais pas ça sert à quoi. Mais on parcourt tous les liens. Et pour chaque lien, on affiche, disons, la description. Pour la description, je vois qu'on a une version courte et puis une version longue. Est-ce qu'on change ceci? Peut-être en JavaScript. On va regarder. Non. Est-ce qu'en CSS, on change quelque chose? Non. Donc, je fais public JavaScript. Ok, là, on a description error. On a des trucs comme ça. Donc, on cache notre description courte lorsqu'on survole notre carte. Dans le cas contraire, on va ici l'afficher. Donc, regardons. On survole et puis on voit qu'on a la même description. Mais c'est parce que moi, j'ai eu à mettre des descriptions qui étaient vraiment courtes. Essayons de mettre, disons, HTTPS, yahoo, ou bien yahoo.com. On va mettre une longue description. Et puis, regardons. Donc, on a la description courte, OK. Et lorsqu'on survole, on a la description longue. Et ça, c'est fait avec du JavaScript. Donc, on pourra regarder après le code JavaScript, mais c'est ce qui permet de faire cela. Mais déjà, ce qu'on peut changer, c'est quoi? Lorsqu'on est au niveau des templates, en lieu et place de se fatiguer à mettre tout ceci, on peut simplement mettre str. Et au niveau de Laravel, vous avez, désolé, et au niveau de Laravel, vous avez plein d'alias. Si on vient au niveau de config, app, vous allez voir qu'on a plein d'alias. Et parmi ces alias-là, vous voyez, on a des alias de classe. Et parmi ces alias, on a str. Donc, en grosso modo, si on met str, c'est la même chose que de mettre illuminator support str. Cela revient donc à dire, je vais me retrouver, c'est ici. En lieu et place de mettre illuminator support str, on peut sauver des lignes de code et puis rendre le code plus lisible en mettant simplement str. Donc, on limite la description à 40 caractères. Et je pense que limite, par défaut, utilise déjà les 3 points de suspension à la fin. Donc, on n'a pas besoin de mettre ceci. Ça va être géré automatiquement. Donc, on peut l'écrire de cette manière-là. Ce sera plus simple à lire. Et normalement, on se retrouve avec ce code. On va vérifier. On a toujours les 3 points de suspension à la fin. Et si on survole, ça marche. Après, on a le lien pour la suppression. Et puis, on a link qui nous permet d'aller sur le lien. Donc, afin de comprendre ceci, on va essayer de venir au niveau de notre modèle link, app modèle link. On voit qu'on a deux attributs, link et description. Voyons la migration. Link, c'est une chaîne de caractères et description, c'est un long texte. Et comme on l'a vu, le lien, ça va être une URL et là, ça va être une description. On imagine donc que lorsqu'on remplit ceci, le lien, ça va être ça. La description, ça va être ce qu'on va entrer ici. Cela revient donc à dire qu'au niveau de index, lorsqu'on fait notre for each pour tous les liens, on peut mettre un href avec link qui fait référence au champ, à l'attribut link de notre lien
qui est le lien google.fr ou bien yahoo.fr et tout. Et si on clique là-dessus, c'est pour cette raison qu'on est redirigé vers Yahoo ou bien vers Facebook. Donc, on comprend un peu mieux comment le code fonctionne. C'est pour cette raison également qu'on est en mesure d'afficher la description, vu qu'on a un attribut description. Si on regarde ici Card Header, regardons, c'est que le titre, c'est la description qui est présente ici. Mais c'est la description au niveau de laquelle on a pris les deux premiers mots. En grosso modo, on fait un explode de notre description en se basant sur l'espace et on prend simplement les éléments où l'indice est inférieur à 2. Donc, le premier mot aura comme indice 0 au niveau de notre tableau, le deuxième indice 1, et puis si on a d'autres mots, on ne pourra pas les prendre vu que l'indice est maintenant de 2, 3, ainsi de suite. Donc, on peut avoir une autre manière de dire qu'on veut simplement les deux premiers mots. Si on regarde la fonction explode au niveau de PHP, on a un troisième argument qui est la limite. Et on peut dire qu'on veut au maximum 2 éléments, 3 éléments, ainsi de suite. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais vous le montrer. On va prendre ceci et puis on va faire un dump de explode de notre description de cette manière-là. Donc, on fait un explode de chaque description avec l'espace comme séparateur. Là, malheureusement, on a un problème parce que ça, c'est un tableau. Mais je peux dire je veux l'élément en première position de mon tableau. On aura l'orem normalement dans le premier cas. Ici, c'est Gmail, ici, c'est Google. Mais je peux dire je veux l'élément en deuxième position. Vous allez voir pour celui-là, ça va être ipsum, c'est le deuxième. Si je mets l'élément en troisième position, donc à l'indice 2, bon, ces deux-là, on aura des erreurs, mais pour celui-là, ça doit être $. Mais malheureusement, on a des erreurs pour les autres. Mais ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut passer ici un argument, par exemple 2. Et ça veut dire au maximum, je veux avoir 2 éléments au niveau de mon tableau. Donc, il va faire l'explode, mais on doit avoir 2 éléments au maximum. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Le premier élément, ça va être celui-là. Et puis, le deuxième élément, ça va être tout ce qui vient après. Si on voulait avoir 3 éléments au maximum, le premier, ça va être celui-là. Le deuxième, celui-là. Et puis, le troisième, tout le reste. Donc là, je vais mettre, par exemple, 2 éléments au maximum. Et puis, on va récupérer le premier élément. Vous allez voir, ça va être l'orem. Si je dis maintenant le deuxième élément, vous allez voir, ça va être tout le reste. Donc, de ipsum à la fin. Vous voyez tout ceci. Donc, rien qu'en lisant la documentation, on voit qu'on aurait pu faire la même chose en disant simplement qu'on veut les 2 premiers mots. Pour ce faire, on va mettre simplement 3. Donc, cela permet de dire qu'au maximum, on veut 3 éléments. Mais on sait que le premier élément, je vais tenter de commenter ceci. Vu qu'on a dit au maximum, on veut 3 éléments. Le premier élément, ça va être ceci. Le deuxième, celui-là, et puis tout le reste. Donc maintenant, je peux simplement dire que on aura l'élément en première position qu'on va ensuite concaténer à l'élément en deuxième position. Et ceci va nous donner les 2 premiers mots. On vient là, on actualise, et voici l'orem ipsum, et voici l'orem ipsum, Gmail démo, et puis Google description. Le seul problème, c'est que maintenant, on fait l'explode à 2 reprises. On fait un premier explode ici, et puis un deuxième explode à ce niveau-là. On peut créer tout simplement, on peut rajouter un peu de code à PHP en mettant PHP end PHP. On va définir une variable qu'on va appeler first2words de cette manière-là pour dire les 2 premiers mots, ou bien j'aurais pu l'appeler words. Vous voyez que je suis indécis. On va mettre description words de cette manière-là. Et on sait que nous, on aura besoin de ce qui est en position 0 concaténé à ce qui est en position 1. Donc, on fait notre explode une seule fois et puis on concatène les 2. On vient là, on actualise et ça marche de la même manière. Donc, généralement, on va éviter d'avoir beaucoup de logique au niveau de notre vue.
Là, en lieu et place de récupérer les deux premiers mots, on aurait pu rajouter tout simplement, disons, un champ title qui va être le titre. Et c'est lui qu'on va utiliser puis afficher. Ou bien en lieu et place, ou bien en lieu et place de se fatiguer, on peut afficher simplement le lien en lui-même en mettant link comme on l'a vu. Ok? Donc je voulais simplement vous montrer que en lisant la documentation des fois, des fonctions que vous utilisez, on peut apprendre de nouvelles choses. Mais ici, il est plus simple, par exemple, de mettre le lien ou bien de rajouter un champ title. Mais là, on va garder simplement le lien. Là, on comprend un peu mieux le code. Cette partie-là, on ne sait pas pour l'instant à quel moment c'est utilisé, mais on a vu comment on affiche les liens. Revenons donc au niveau de route web. On a vu index, on va s'intéresser à create. Donc, c'est lorsqu'on clique ici, on vient au niveau de link create. Regardons l'action create. On retourne notre vue link create qui se trouve au niveau de ressources views, links create. On va enlever ceci. On va enlever un peu tout cela. Et puis déplacer un peu ce Mitsubishi là. Donc déjà on voit que ces deux là sont un peu dupliqués. Au niveau de index, on l'avait vu. Également au niveau de create, on le voit. Donc ça peut être intéressant de mettre ceci au niveau d'un partial. Mais on y reviendra. Mais basiquement, on a add link, c'est ceci. Et puis on a deux champs. Un champ pour le lien et puis un champ pour la description. On voit également qu'on a du texte qui sera affiché comme erreur, entrer la description, entrer également le lien, mais pour l'instant c'est caché. Donc j'imagine qu'on les affiche en JavaScript. Donc lorsqu'on clique et puis on n'a rien mis, on voit que ceci est affiché en JavaScript. Donc si on revient au niveau de public, JS, link, on voit qu'on dit si on clique sur Save Link, et Save Link, c'est le bouton qui est ici, qui a cet identifiant. Là, c'est du code jQuery, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, si on clique sur ce bouton-là, on fait un console.log. Donc, on va l'enlever. En réalité, le console.log, cela revient donc à dire que quelque chose était affiché. C'était le clic, vu qu'on a fait un console.log. On récupère la valeur du lien, la valeur de la description. Et puis, le lien, c'est ici. La description, c'est là. Et on regarde, on leur a donné un identifiant link et un identifiant description. Donc, on prend les valeurs. Si c'est valide, on affiche OK au niveau de la console. Sinon, si ce n'est pas valide, c'est là qu'on prend les messages d'erreur, on les affiche. Et également, on rajoute la classe isInvalid. C'est ce qui permet d'avoir ce truc-là pour dire que c'est invalide. Et cette méthode isValid, tout ce qu'elle fait vérifie que le contenu n'est pas vide. Donc en mettant du code JavaScript comme cela, ça fait en sorte que la page n'est pas rechargée. Quand on clique, automatiquement on a ceci qui est affiché. Mais moi je vais l'enlever, on va enlever tout ceci. Et je vais enlever également ceci. Donc on aurait pu garder cela, mais je ne trouve pas que c'est vraiment nécessaire parce que normalement si on soumet le formulaire, les erreurs seront affichées ici de la même manière et on peut décider d'afficher les erreurs tout juste en bas. Donc, remarquez que cette fois-ci, la page est rechargée. Ici, ça charge vu que ce n'est plus en JavaScript. Au niveau de main.js, qu'est-ce qu'on a? On a plein d'autres choses ici. Probablement, c'est en rapport avec le menu responsive et puis d'autres choses. Donc, je ne sais pas en réalité c'est utilisé où. Oups. On revient là, on va essayer de voir ressources views, layout, app. Où est-ce qu'on charge main? Ceci n'est pas chargé. Donc, je peux venir au niveau de public et puis supprimer ce fichier main. Normalement, on n'aura pas d'erreur. On regarde au niveau de la console. On va enlever ceci. On clique sur New Link. On n'a pas d'erreur. Home. On n'a pas d'erreur. Donc,
ce fichier n'était pas utilisé. On se retrouve donc avec cet unique fichier. On va l'appeler, disons, app.js. Et maintenant, au niveau de layout app, on va charger js app.js. Là, je vais tenter de bien formater tout ceci en déplaçant un peu cette partie-là. Donc là, on a le titre. Ici, on n'a rien mis et ça doit être même description, mais on va les enlever vu qu'on n'a rien mis. Quelle est la police qui est utilisée? Si on fait inspecter, body, ok. Donc on peut enlever Google Fonts vu qu'on ne l'utilise pas et on n'a pas réellement de code CSS. Là, ça charge Bootstrap. Ça, c'est indispensable. Sinon, on n'aura pas la stylisation. Donc là, c'est bon. On a besoin de jQuery. Donc tout ceci en rapport avec Bootstrap et puis les librairies dont Bootstrap dépend. Et on a notre app.js. Donc la plupart du temps, le header et puis le footer, je vais les mettre au niveau de layout partials. Donc au niveau du dossier layout, je vais créer un dossier partials et puis on aura un fichier, disons underscore header.blade.php. J'aime les préfixer de underscore juste pour indiquer que ce sont des partials. De la même manière, je vais mettre underscore footer.blade.php. Vous n'êtes pas obligé de mettre le underscore, mais c'est une convention que je suis. Donc, ce qui avait été mis au niveau de include header link, je vais prendre tout ceci. Je viens au niveau de include header link. Je vais prendre cela et puis le mettre à ce niveau de cette manière-là. Et c'est ce qui va représenter mon header qu'on va mettre au niveau de layout partials header. On peut le mettre de cette manière-là. Donc ça revient à dire que le header link, on n'aura plus besoin de lui. Je peux supprimer le dossier header. On va faire de même pour le footer. Donc je vais prendre ceci. On vient au niveau de include footer link. On n'a même rien à ce niveau-là. Donc je peux supprimer le dossier include. Et puis le footer, vu qu'on n'a rien au niveau du footer, je peux simplement l'enlever. Donc cette partie-là, on peut remplacer par @include. Viens au niveau du dossier layout, tu vas trouver un dossier partials et puis on a un partial header. Donc il va mettre underscore header.blade.php. Le footer, on va le retirer vu qu'il n'y avait rien comme contenu. En lieu et place d'utiliser le slash, on peut utiliser le point, c'est la même chose. Normalement, rien ne va changer. On voit que ça continue de marcher sans problème. Je ne sais pas pour vous, mais on a maintenant quelque chose de plus clean, plus simple à regarder. En lieu et place de hardcoder la langue, on peut utiliser app get local pour avoir la locale courante. Et vu qu'au niveau de la locale courante, des fois on peut avoir ici ENUS pour l'anglais des États-Unis. Mais au niveau de langue, ça doit être ENUS avec un tiret. On peut utiliser strreplace et on va dire, on va remplacer les underscores par des tirets au niveau de app_get_local. Donc si on a juste EN, on n'a aucun underscore à remplacer, ça va rester EN. On teste, aucune erreur, on regarde le code et puis on a EN. Mais maintenant c'est dynamique. Si on change la langue, je viens au niveau de config app et la langue c'est le français. On aura FR. Donc normalement c'est ce qui est présent par défaut au niveau du template de base qui vient avec Laravel. On peut voir qu'on avait déjà ceci. Là je vais revenir à EN. Et puis on va essayer de tout fermer parce que ça fait beaucoup de choses. Revenons donc à Create qui affiche le formulaire. Le formulaire était au niveau de ressources, Views, Links, Create. Et on voulait trouver un moyen d'afficher les erreurs de validation. Pas en JavaScript dans ce cas-là. Donc j'enlève
ce qu'on avait mis en JavaScript. En lieu et place d'afficher les erreurs tout juste en haut, comme c'était le cas ici, si vous vous rappelez, toutes les erreurs s'affichaient en haut à ce niveau-là. On pourra enlever ceci. Donc, on disait si on avait des erreurs, par défaut, toutes les erreurs de formulaire vont se retrouver au niveau de cette variable $errors. Donc, si on a des erreurs, on parcourt les erreurs et puis on les affiche au niveau d'une liste à puces. Mais nous, on va dire que si on a une erreur pour le champ link, donc le name ici c'est link, alors on va mettre le message d'erreur à ce niveau. Pour l'instant, je vais mettre simplement $message. Là, c'est end error. On fera de même pour la description. Et le name, c'est description. Donc, si on a une erreur pour le lien, $message va être, $message va être l'erreur. Pareil pour la description. On n'a plus besoin de mettre d'identifiant save link. Ici, l'identifiant, normalement, il est intéressant. Si on avait un label pour lier les deux, je peux mettre un label, ici, description. Et on va dire qu'il est lié au champ qui a comme identifiant description. Là, on va mettre un label, link, et on va dire qu'il est lié au champ qui a comme identifiant link. Ici, on va laisser des espaces pour que ce soit beaucoup plus simple à lire. Je pense que tout est bon. On actualise. On a link, description, on clique. Et puis, les messages d'erreur. Je ne veux pas afficher link et description. Au niveau de Bootstrap, il y a une classe qu'on peut utiliser qui est SR-only. C'est-à-dire que tu vas l'afficher uniquement pour les lecteurs d'écran. SR, c'est Screen Reader. Donc, pour les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran, les personnes aveugles et tout, au moins on aura le label, mais nous, on ne va pas l'afficher ici. Et si je n'avais pas mis le SR-only et puis ça s'affichait plutôt, étant donné qu'on a mis ici for, pour lier ceci à ce champ, et puis pour lier ceci à ce champ, donc for et ID, c'est la même valeur. Lorsqu'on clique sur description, on voit que ça sélectionne. Lorsqu'on clique sur link, on voit que ça sélectionne. Mais on va revenir ici à SR-only, comme c'était le cas, que c'était beaucoup plus joli. On veut rajouter la classe isInvalid lorsqu'on a des erreurs. Donc au niveau de notre input, on peut mettre classe. Et on va dire, si on a des erreurs en rapport avec link, alors on va rajouter la classe isInvalid. End error. Là, je viens de me rendre compte qu'on avait déjà classe ici. Donc, je peux mettre ceci. Si on a ici une erreur en rapport avec le lien, on rajoute la classe isInvalid. Et de la même manière, à ce niveau-là, si on a une erreur en rapport avec la description, on rajoute isInvalid. Et lorsqu'on aura des erreurs, vous voyez que la classe a été rajoutée. Et je pense que ici, on va venir au niveau de Bootstrap. On peut afficher le message comme un message d'erreur. Get started. On cherche les formulaires, form control. On va regarder où on a les erreurs. Validation. Où est-ce qu'on affiche des erreurs parfaites? Donc, si on regarde ceci, c'est simplement valid feedback qui est en vert et puis un valide feedback pour être en rouge. Donc ici, on va mettre un div qui aura la classe invalide feedback. Et on pourra déplacer ceci au niveau de notre div et faire la même chose à ce niveau. Et normalement, maintenant, on aura les messages qui seront en rouge de cette manière. Essayons de comprendre maintenant comment est-ce que la validation est faite.
Parce que lorsqu'on soumet le formulaire, on fait une requête de type POST vers Links Store. Et il faut mettre ce CSRF là. Ça nous permet d'avoir un token CSRF pour nous protéger des failles CSRF. Et si on n'avait pas ceci, on aurait eu une erreur de validation. Donc, si je l'enlève et puis on valide, vous voyez, Laravel n'est pas content. Erreur 419 parce que le token n'est pas bon. Donc, on soumet le formulaire vers Link Store. Et rappelez-vous, Link Store, si on vient au niveau de web, si on fait une requête de type POST vers Link Store, on appelle la méthode store ici. Donc ici, on injecte la requête et puis via la requête, on valide les informations. Au niveau de notre formulaire, on avait link et puis description. Là, on vérifie que le lien a été fourni, de même que la description, et qu'au minimum, on a 8 caractères. Donc ici, je ne pense pas que c'est bon de limiter, d'avoir au minimum 8 caractères pour le lien, parce que si on vient ici et puis on met bit.ly, un exemple, et on suppose que c'est valide, mais ça ne fait pas 8 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Et si on vient au niveau de bit.ly, c'est bel et bien une URL valide, comme on l'a vu. Ici, on va utiliser URL tout simplement. Au niveau de Laravel, si on regarde les validations, Laravel Validation, on a une validation URL qui permet de vérifier que c'est une URL valide. Donc, si on regarde Available Validation Rules, on a URL. Et si on vient là, vous voyez que si on met quelque chose qui n'est pas une URL valide, il va nous l'indiquer. The link format is invalid. Parce que l'URL n'est pas valide. Par exemple, je peux mettre ici honorecool.com. Ça, c'est valide, mais ça n'existe pas. Donc, si je viens ici, on voit que ça n'existe pas. Vous avez Active URL qui va vérifier que ça existe bel et bien. Donc, si on remplace URL par Active URL, vous allez voir maintenant, on va nous dire honorecool n'est pas valide. Voyez, ceci n'est pas une URL valide. Alors que si on avait pris URL, il vérifie juste le format, il ne vérifie pas que ça existe. Donc, pour lui, ça, c'était bon. Donc, dépendamment du cas dans lequel vous vous trouvez, vous allez utiliser URL ou bien Active URL. Ici, je pense que c'est plus intéressant d'utiliser Active URL. La description est requise, minimum 8 caractères, c'est bon. Et généralement, j'aime rajouter string pour dire chaîne de caractères, chaîne de caractères. On n'est pas obligé ici de le faire, mais j'aime le mettre de cette manière-là. Si on regarde la méthode validate, on regarde request, on voit que on va passer les règles de validation, les messages. Donc, c'est pourquoi ici, on a les règles de validation et puis les messages. Donc, si on a une description qui fait moins de 8 caractères, donc si on a une erreur pour la règle de validation min pour la description, vous allez voir le message, c'est entrer une description valide d'au moins 8 caractères. Et c'est parce qu'on a mis ce message ici. Là, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est que ici, on a hard-codé le message en français, ce qui fait que si on a un site qui supporte plusieurs langues, bien, vu que ça a été hard-codé, le message ne sera pas ici traduit. Donc, si vous avez vraiment des messages spécifiques comme ces messages-là, au moins on peut utiliser la fonction de traduction de underscore et puis on va donner une clé. Par exemple, ici pour le lien, on a enlevé le min de 8 caractères, donc on n'aura plus d'erreur. Mais ici, par exemple, je peux copier ceci et on va dire que ce message sera traduit et il va se trouver au niveau de validation. Donc, si on regarde ressources ling, en, on a validation et on va mettre par exemple invalid link de cette manière. Donc, il va traduire ce message-là en venant au niveau de validation ici et puis chercher invalid link. Donc, pour l'instant, on n'a rien. Donc, rien n'est affiché, mais si je viens au niveau de en, validation, vous allez voir, c'est ce qui va s'afficher. Donc, bien entendu, vu qu'on est en anglais, là, on va mettre un message en anglais. Donc, on va mettre ici message en anglais, juste pour vous le montrer. Et le message sera en anglais. Ce qui est intéressant, si plus tard, on crée un dossier FR
Et puis on a également validation. On pourra mettre la version en français à ce niveau-là. Moi, généralement, on n'a pas besoin ici dans ce cas-là que ce soit réellement spécifique en passant un message particulier. Donc on va se baser simplement sur le message par défaut si on a des erreurs en rapport avec le fameux min. Donc si c'est une chaîne de caractères et puis on a une erreur, on va dire que la description doit être au minimum de X caractères. Donc il va utiliser ce message par défaut. Donc si on vient là, c'est ce message par défaut qui va être utilisé. Soit dit en passant, si on voulait le message en français, ça va être simple. On crée un dossier FR avec les mêmes fichiers. Donc on aura un fichier auth.php, on aura un fichier pagination.php, on aura un fichier, disons, password.php, si j'arrive à l'écrire, et puis on aura un fichier validation.php. Donc normalement, ça va être simple pour traduire. Je vais écrire PHP correctement. On ferme un peu tout. Au niveau, par exemple, de pagination, on peut copier-coller. Et previous va devenir précédent. Et next va devenir suivant. On peut faire de même pour auth, faire de même pour password et puis validation. Mais ça va demander beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Si on vient au niveau de Google, et puis on recherche Laravel, Lang, vous allez voir qu'il y a déjà un package Laravel Lang qui propose déjà une traduction. Et ce package est maintenu par la communauté. Donc nous on va regarder le français et on peut venir au niveau de auth et simplement copier ce code là qui est en français et le mettre au niveau de auth et bang. On fait de même précédent. On vient au niveau de validation. On peut copier tout ceci et puis le mettre au niveau de validation. Et de la même manière, on peut copier, disons, pagination. Nous, on l'a déjà fait, précédent, suivant. Donc, il va rester password. Et voilà le travail. Vous avez également un fichier validation inline. C'est juste la manière dont le message est affiché. Je vais vous le montrer. On va garder pour l'instant ce qu'on a eu à mettre. Je vais changer la langue pour passer au français. Et automatiquement, les messages vont être en français. Et bien, on peut voir le champ link n'est pas une URL valide. Le texte description doit contenir au moins 8 caractères. Donc ici, c'est quoi? On a une erreur en rapport avec active URL. Et si on regarde ici, validation, on recherche active URL. Il met le champ suivi du nom du champ, dans notre cas qui est link, n'est pas une URL valide. Donc ce qu'on peut faire ici, on peut venir dire par exemple, vous avez ici à la fin ici attribute. On peut dire que si on a link, on peut le traduire en lien par exemple. Donc en lieu et place de mettre le champ link, il va mettre le champ lien. Et vous voyez le champ lien. Et ils l'ont déjà fait pour name, ça va être nom, pour username, ça va être nom d'utilisateur, ainsi de suite. Mais en lieu et place de procéder de cette manière, dans notre cas, on pouvait avoir une validation en ligne. Donc on va tout fermer et on revient là. Je vais prendre cette fois-ci la validation en ligne et vous allez voir que c'est juste les messages qui sont différents. Donc on met ceci au niveau de validation. Mais vous allez voir que le message cette fois-ci, on dit ce n'est pas une URL valide. Le texte doit contenir au moins 8 caractères. Donc on ne met plus réellement le nom du champ. On a directement les messages. Donc si on regarde active URL, ce n'est pas une URL valide. Ce champ doit être accepté, ainsi de suite. Et dans notre cas, ça va marcher. OK? Donc si on affichait les erreurs globalement, comme il l'avait fait, là on devait mettre le nom des champs. Sinon on ne saura pas de quel champ on parle. Mais vu que nous on fait une validation en ligne, on peut garder directement ceci. Je vais revenir en anglais au niveau de config app. On va remettre en EN.
et on revient à nos messages en anglais. Donc on continue, on va revenir au niveau de Links Controller, donc app HTTP Controller, Links Controller. Ici on vérifie également que le lien est une URL valide, donc on n'a plus besoin de faire ceci manuellement parce qu'on pouvait mettre simplement active URL et ça vérifie également que ça existe. Ensuite on crée le lien, donc en faisant ici request all, ceci va retourner toutes les données de la requête. Donc si on valide, je vais mettre quelque chose qui est valide, l'orem qui fait, je vais copier ceci, on va mettre twitter.com et vous voyez que les données, on a le token CSRF, link, description. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'un utilisateur, il peut faire inspecter et puis il va rajouter d'autres données. Donc là, vu qu'on peut modifier le code HTML, je peux faire un clic droit, je vais faire Edit as HTML et puis je vais rajouter mon propre input de type, disons, hidden qui sera caché. On va lui donner comme nom, disons, isAdmin et puis on va lui donner comme valeur, disons, true. Okay? Donc c'est un champ caché qui a comme nom isAdmin qui a comme valeur true. Et vous allez voir, si je soumets mon formulaire, ce champ-là, il est également passé. Et imaginez que là, on avait, disons, une entité user pour créer un utilisateur. Et au niveau de notre base de données, on avait vraiment un champ isAdmin. Donc en faisant request all, ça peut être délicat parce que cet utilisateur sera créé et il sera créé en tant qu'admin. Et pour éviter d'avoir ce problème-là, au niveau de la table link, on va définir de manière explicite quels sont les différents attributs qu'on pourra ici mass assigner. En grosso modo, lorsqu'on fait le request all, qu'est-ce qui sera pris en considération? Donc nous, on est protégé actuellement parce qu'on a dit il faudra prendre en considération uniquement link et description. Le isAdmin, imaginons que c'était user, il ne va pas le prendre en considération puisque de manière explicite, on a précisé les champs qu'on peut mass assigner. Une autre manière de procéder, c'est de mettre ici guarded de cette manière-là à un tableau vide. Cela permet de dire ne nous protège pas. Et si on dit ne nous protège pas, c'est qu'on va éviter de faire request all. On va toujours être explicite en disant link, c'est $request link et puis description, $request description. Donc même si quelqu'un met isAdmin, vu qu'on a été explicite, on n'a pas de problème. Donc si vous vous faites confiance, vous pouvez utiliser ceci et vous pouvez même configurer ceci de manière globale en venant au niveau de App Service Provider et puis rajouter modèle OnGuard. Donc au niveau de boot, on pouvait mettre modèle OnGuard de cette manière-là. Je vais importer modèle depuis Eloquent. Ça, vous le faites si vous vous faites confiance. Moi, généralement, lorsque je donne mes formations ou bien lorsque je code pour mes propres projets, je vais toujours préciser ce qu'on peut mass assigner. J'évite de me faire confiance à ce niveau-là. Parce que à un seul endroit où j'oublie, automatiquement, on est vulnérable au mass assignment. Donc, si vous êtes sûr que vous n'allez jamais utiliser request all et puis vous allez toujours préciser cela, il n'y a aucun problème. Donc, même si j'indique ceci de cette manière, j'ai aussi indiqué ceci de manière explicite. En lieu et place de faire redirect back, au niveau de Laravel, on a une fonction helper back qui permet de faire la même chose. Vous voyez, redirect back. Donc, on peut mettre simplement back. On revient là, on fait précédent. On met HTTPS, disons twitter.com. On va copier le long texte, on valide et on voit que ça a été créé. On vient au niveau de Home et voici notre ami Twitter. Tout est bon. Et on clique là-dessus, on est redirigé. Donc, ce qu'on a eu à faire marche également. Moi, en lieu et place d'injecter la requête, je préfère simplement mettre request comme fonction. Ceci nous retourne la requête directement et puis j'appelle validate.
Donc, c'est la même chose que ce qu'on a eu à faire précédemment. Et que vous utilisez cette méthode-là ou bien l'autre, ceci va vous retourner les données qui ont été validées. Donc, je vais faire un dump de $validated data. Et vous allez voir, si on crée un nouveau lien, on va mettre, désolé, on va mettre l'ORM, ça devient fatigant. On colle ceci, Google. Bon, ça ne va pas exister, donc je vais mettre mon site, parlonscode.com. On valide. Et on voit que dans ce qui a été retourné, on n'a pas underscore token. Parce que ce qui a été validé ici, c'est simplement link et description. Cela revient donc à dire, si quelqu'un avait fait inspecter, et puis la personne modifiait pour ajouter d'autres champs, là je vais mettre, je vais copier ceci, on va dire un input de type hidden qui a pour nom isAdmin, et la valeur est à true. On valide. On voit que ceci n'est pas présent. Pourquoi? Parce que isAdmin n'a pas été validé à ce niveau-là. Donc, vu qu'on a validé simplement link et description, il va retourner un tableau avec les données des deux éléments validés. Ce qui revient donc à dire, on peut de manière sûre, dans ce cas-là, faire un create avec les données validées. Okay? Donc, je peux mettre ici data et puis mettre data ou bien validated data pour être explicite, mais ça va faire la même chose. Si vous voulez mettre tout ceci directement de cette manière-là, libre à vous de le faire, mais je trouve cela moins lisible tout simplement. Donc on va préférer peut-être mettre validated data et puis on obtient ce résultat. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime mettre request, donc appeler la fonction helper request qui se trouve au niveau d'ici et qui retourne la requête pour nous. Donc vous voyez, si on ne passe rien, ceci nous retourne la requête et cela va fonctionner de la même manière. On va réessayer, on actualise et ça a été créé et voici Parlons Code. Lorsque vous retournez une vue et puis vous utilisez with, ceci va passer des données à votre vue. Donc on peut passer la variable links et la valeur c'est $links. Mais si ce n'est pas une vue que vous retournez, si vous faites une redirection et puis vous utilisez with, ceci va setter des messages flash. Donc je me répète, au niveau d'une vue, lorsqu'on fait with, on passe des données à la vue, mais au niveau ici d'une redirection, ceci sera passé comme message flash. Donc là également, c'est comme si on a un message flash succès. Et vu qu'on redirige vers la page précédente, qui est la page de création, si on vient au niveau de ressources, views, create, c'est pourquoi on a ceci au niveau de la session. On a ce message flash qu'on affiche. Là, on n'a pas besoin de erreur, on ne va pas l'utiliser. On sait qu'on n'a pas cité de message d'erreur. Au niveau de index également, on va l'enlever puisqu'à aucun moment on ne redirige l'utilisateur vers index avec un message flash. Ce qu'on peut faire, on peut mettre ceci au niveau d'un partial. Donc je peux mettre layout partials et puis on va l'appeler flash message. Comme ça, si on l'utilise ailleurs, on peut le mettre au niveau du layout directement. Mais vu qu'on l'utilise uniquement ici, on peut l'inclure uniquement à ce niveau. Et je peux créer mon partial flash message.blade.php et puis coller ceci. Magnifique. Ici, en lieu place de mettre session get, normalement on aurait pu mettre ici session success pour récupérer la valeur, mais get c'est beaucoup plus clair, donc on va garder cela. Donc voilà, maintenant on comprend un peu tout le code, on a mis le message flash, on a eu les erreurs, on a soumis le formulaire. Je pense qu'on a terminé avec create et puis store. Là on n'a pas beaucoup de validation, donc on peut garder ceci ici. Mais si on validait plein d'éléments,
on aurait pu extraire cela au niveau d'un form request. Donc, si vous faites une recherche en form request au niveau de la documentation, vous allez voir comment le faire. Mais là, vu que c'est assez simple, on va garder cela. Au niveau de vendor, on a des trucs en rapport avec la pagination. Bon, donc on utilise la pagination à ce niveau-là parce qu'on a fait une pagination par, on avait 10 par page. Donc là, je vais mettre par exemple, on va dire 2 par page. On actualise. On voit qu'on peut venir au niveau de la page 2, au niveau de la page 3. Ici, quand on survole par, même si on ne le veut pas, ça fait des trucs assez bizarres. C'est cool quand on sait qu'on survole, mais si on le survole sans le vouloir, ça devient un peu difficile. Mais au moins, on a vu comment on peut charger du JavaScript également sans problème. Là, je vais revenir et puis mettre 5 par page. Donc, on aura une seule page. Ok, je vais mettre 3 par page. Au moins, on verra la pagination. Ça va être cool. Magnifique. Il faudra nous intéresser maintenant à la suppression. Donc, essayons de tout fermer. On regarde au niveau de route web et c'est la dernière route, link, delete, et puis on a ce lien. Donc, essayons de tester la suppression. On clique là et ça a été supprimé. Je vais tout afficher, links controller, une pagination de 10. Là, j'évite de survoler ceci. On supprime Google et vous voyez que ça marche. Mais déjà, ce que je n'aime pas, c'est quoi? On fait la suppression avec une requête de type get. Généralement, lorsqu'on fait une action qui va modifier l'état de votre application, le state de l'application, on ne va pas le faire avec get. Get, c'est pour récupérer des informations. Post, c'est pour créer des informations, donc c'est create. Get, c'est read. Vous avez put ou bien patch pour la modification, update. Et puis vous avez delete pour la suppression. Donc ça forme le CRUD, C-R-U-D, delete. Ce qui va donc se passer, comme on l'a fait ici, vu que c'était une création, on créait un lien, on a utilisé post. Ici, on affichait tous les liens, c'est get. Ici, on affichait le formulaire, c'est un get. C'est lorsqu'on soumettait le formulaire qu'on faisait un post. De la même manière, si on modifiait un lien, on allait utiliser put ou patch. La différence, c'est que patch, c'est une modification partielle, alors que put, c'est qu'on remplace l'objet par un autre objet. Donc, si vous modifiez juste le titre, juste la description, on va utiliser patch, mais si vous remplacez l'objet par un autre, on va utiliser put. Et delete, c'est la suppression. Donc ici, en lieu place d'utiliser get, on va utiliser delete. Et de la même manière, l'URL, je vais la changer. Parce que les conventions que je suis sont les suivantes. Si on vient au niveau de la documentation, pour lister l'ensemble des éléments, imaginons qu'on manipulait des photos, ce sera une requête de type get vers /photo. Si on veut afficher le formulaire de création de photos, c'est /photo create. Lorsqu'on va soumettre le formulaire, on va faire une requête de type post vers /photo. Donc jusqu'à présent, c'est la même chose. Ici, ça représentait la page d'accueil. C'est pourquoi on n'a pas mis /links, mais on peut garder simplement /. Lorsqu'on veut le formulaire de création, c'est get vers ceci. Donc lorsqu'on soumet, on va remplacer par /links en lieu de place de /links store. Donc moi, je suis ces conventions-là. Vous êtes libre de suivre vos propres conventions, mais ça marche très bien. Get vers /photo suivi par exemple d'un identifiant. Ça va afficher une photo. Cela va afficher une photo particulière. Get /photo / un identifiant / edit. Ça va afficher le formulaire d'édition. Maintenant, put ou patch vers /photo / un identifiant. Cela va permettre de modifier la photo 1, la photo 2, ainsi de suite. Et si on fait une requête de type delete, ça va faire une suppression. Donc ces deux URI sont les mêmes, mais ce qui va les différencier, c'est la méthode. C'est pareil ici, les deux sont les mêmes, mais ce qui va les différencier, c'est la méthode. Lorsqu'on fait get, on veut récupérer toutes les photos, post, on veut créer une photo. Donc nous, on aura une requête de type delete vers /links suivi de l'identifiant du lien. Parfait. On appelle la méthode destroy et puis le nom c'est links destroy comme je vous l'avais montré.
Si on revient ici, ça permet de récupérer de manière dynamique le lien via l'identifiant qui aura été passé. Donc, si la valeur c'est 1, il va récupérer le lien qui a comme identifiant 1. Si c'est 2, le lien qui a comme identifiant 2. C'est ce qu'on appelle le root model binding. S'il ne trouve rien, on aura une erreur. Donc, si on revient pour l'instant à, disons, get, comme c'était le cas, vous allez voir. Si on regarde le lien, c'est links5. Je vais le copier, mais on va remplacer 5 par 50. Vu qu'il ne va pas trouver de lien qui a comme identifiant 50, vous voyez, on a une page 404. Et si je gardais 4, vu qu'il va le trouver, il va le supprimer et ça marche. Mais nous, on veut faire ceci avec une requête de type delete, pas une requête de type get. Donc, si on teste avec celui-là, ça ne va pas marcher parce que là, c'est une requête get alors qu'on devait faire une requête delete. On vient donc au niveau de index. C'est ici qu'on avait le lien de suppression. On va le transformer en un formulaire. Donc, je vais créer un formulaire en bas. Pour l'instant, on ne peut pas mettre méthode delete. Les navigateurs ne connaissent pas cela. On peut mettre soit post ou bien get. OK? Donc, nous, on va mettre par exemple post. On peut le mettre en minuscule ou bien en majuscule. Ça va marcher. On va faire une requête de type post vers links destroy. Donc, je peux copier ceci et faire une requête de type post vers links destroy. On doit passer le lien concerné. Et si on passe le lien, Laravel est assez intelligent pour passer l'identifiant directement. Parce que par défaut, c'est ce qu'il utilise. Mais on aurait pu être explicite en mettant links ID. Mais ça va marcher de la même manière. Et maintenant, pour dire qu'on veut une requête de type delete, on peut mettre méthode delete. Ceci va rajouter un champ. On va regarder le code qui aura pour nom underscore méthode et comme valeur delete. Donc, on allait faire la même chose si on voulait une requête de type put ou bien une requête de type patch. On met méthode et puis on met la méthode qu'on veut. Donc, nous, on a créé ce formulaire-là. Je ne vais pas l'afficher. Je vais mettre style display none. Et ce que je vais dire, c'est quoi? Ce lien-là, on n'aura pas de href. Donc, si on clique, on va aller nulle part. Mais on va gérer cela en JavaScript. Lorsqu'on met onClick, c'est-à-dire si on clique sur ce lien, pour l'instant, je vais faire un alerte de cool. Donc, on aura une boîte de dialogue lorsqu'on clique ici qui va afficher cool. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est donner un identifiant à ce formulaire-là. Delete link form. Généralement, je vais les préfixer de JS si je vais les récupérer via du JavaScript. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais j'aime le faire pour dire que j'ai rajouté cet identifiant uniquement parce que je vais simplement l'utiliser pour récupérer mon élément via du JavaScript. Je peux mettre document.querySelector et on utilise un peu ce qu'on connaît en CSS pour dire qu'on veut récupérer. Je vais cacher la sidebar. L'élément qui a comme identifiant ceci, qui va représenter notre formulaire. Donc pour l'instant, le formulaire est caché, comme on peut le voir. Mais je dis, si on clique sur ce lien, récupère-moi le formulaire et puis soumets le formulaire. Donc lorsqu'on va maintenant cliquer sur ce lien, il va récupérer ce formulaire-là, qui est ici, et puis il va le soumettre. Donc regardez. On clique ici. On a page expired. Désolé, vu qu'on a un formulaire, on doit rajouter un token CSRF, @CSRF. Donc on va réessayer, on clique et on voit que notre élément a été supprimé. Magnifique. On va créer un autre. Je vais mettre https google.com. On va mettre l'orem, on le copie, on le colle. Mais là, on a un petit problème, vous allez voir. Au niveau du href,
je vais mettre par exemple facebook.com. Venons ici, on va actualiser. Donc, si on regarde, on fait inspecter. Au niveau du href, on a mis Facebook. Et on va tenter de supprimer. Je clique là-dessus. Vous voyez que ceci n'a pas été supprimé. On a été redirigé vers Facebook. On vient là, on est redirigé vers Facebook. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? On va dire, ne fais pas ce que tu fais par défaut. Parce que par défaut, on sait que lorsqu'on clique sur un lien, il va tenter d'aller à l'adresse qui a été indiquée. Donc, en mettant event.preventDefault, cette variable-là, elle est disponible comme par magie, on peut l'utiliser. Ça permet de dire ne fais pas ce que tu fais par défaut. Donc, il ne va pas aller vers Facebook, il va prendre le formulaire et le soumettre. Donc, si on vient ici, vous allez voir si on clique, il soumet le formulaire et puis ne va pas vers Facebook. Donc, on va remettre le dièse, mais c'était pour vous montrer pourquoi on a rajouté ceci. Et vu que c'est une suppression, il serait plus intéressant de demander confirmation. Est-ce que l'utilisateur est sûr qu'il veut faire ceci ou bien est-ce qu'il est sûr qu'il veut faire cela? Donc, je vais créer ici d'autres liens. Donc, pour demander confirmation, ça va être simple. On peut venir ici. On va dire, on va demander confirmation. Êtes-vous sûr? De cette manière. Donc, ça, c'est une petite astuce JavaScript. Si ce qui est ici est évalué à true, il va exécuter ce qui est à droite. Mais si ce qui est à gauche est évalué à false, alors il ne va pas exécuter ce qui est à droite. Donc, c'est le et logique. Et le et logique, il faut que les deux soient vrais pour que ce soit vrai. C'est comme si on disait, si quelqu'un veut réussir son examen, la personne devra bien suivre en classe et puis faire beaucoup d'exercices. Donc, il y a deux conditions, bien suivre en classe et faire beaucoup d'exercices. Donc, imaginons que là, c'est bien suivre en classe et là, c'est faire beaucoup d'exercices. Si on voit que la personne n'a pas bien suivi en classe, ben on sait que la personne a échoué. On n'a pas besoin de venir vérifier est-ce que la personne a fait beaucoup d'exercices. Par contre, si la personne a bien suivi en classe, on va vérifier est-ce que la personne a fait beaucoup d'exercices. Donc, on doit vérifier la partie de droite. Et c'est pourquoi, si ceci est faux, on n'a pas besoin de faire ce qui est à droite. Mais si ceci est true, on va vérifier ce qui est à droite, donc on va l'exécuter également. C'est une petite astuce qu'on utilise. Et cette méthode confirme, elle retourne true si vous cliquez sur OK. Et elle retourne false. Donc, si je clique ici, ça va retourner true. Mais si je clique sur cancel, ça va retourner false. Donc, si je fais OK, ça va soumettre le formulaire vu que ceci est true. Mais si je fais cancel, le formulaire ne sera pas soumis. Mais essayons de supprimer Google. Je clique là. On fait OK. Supprimons Facebook. On va supprimer Google encore. Je clique là. Je veux vous montrer quelque chose. On voit que Google n'a pas été supprimé, c'est Facebook. On voit que Google n'a pas été supprimé, c'est plutôt Facebook. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que on aura, même si on a plusieurs liens, tous ces liens-là, étant donné que ceci se trouve au niveau d'un for each, tous les liens vont avoir un formulaire qui a le même identifiant. Essayons de le prouver. On va rajouter twitter.com. On valide. Et regardons au niveau de Home, le code. Vous allez voir que on aura deux formulaires de suppression. Voici le premier et voici le deuxième. Mais ces deux formulaires ont le même lien. Et ce qui se passe, on a dit, si on clique là-dessus, on veut soumettre le formulaire qui a ce lien. Et c'est la même chose qu'on a eu à dire pour le deuxième lien qui est là. Le problème, c'est que lui va toujours récupérer le formulaire qu'il va trouver en première position au niveau de notre code. Donc, c'est toujours le premier formulaire qu'il va récupérer. Et ça va correspondre au formulaire du premier élément qui apparaît. Donc, si on clique ici, on ne va pas supprimer celui-là, mais on va supprimer celui-là parce que le formulaire du premier élément
c'est celui-là. Donc, regardez, je clique là, mais ce ne sera pas Google qui sera supprimé, mais plutôt Twitter. Regardez, on fait OK, et c'est Twitter qui a été supprimé. Donc, on doit avoir un identifiant unique. Et quoi de plus simple que se baser sur l'identifiant du lien. Donc, je peux mettre link ID. Ce qui fait que si j'ai un autre lien, on met HTTPS, on remet notre ami Twitter, on va créer un autre lien, je remets ici Facebook. Vous allez voir que l'identifiant va être différent. Donc, pour le premier formulaire, c'est l'identifiant 13 qui est l'identifiant du lien. Pour le deuxième formulaire, c'est l'identifiant ici 12. Et puis pour le troisième, c'est l'identifiant 8. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est que maintenant ici, on sélectionne le bon formulaire. Donc où on a eu à mettre ceci, on va rajouter également un tiret et puis dire que on va mettre l'identifiant du lien concerné. Donc lorsqu'on fait notre book for reach, à chaque fois, on aura l'identifiant du lien approprié. Et si on actualise, vous voyez ici c'est 12. Oups. Et là également 12. Pour le prochain, c'est 13. Et là également 13. Et pour le dernier, on avait quoi? On avait 8. Et là également 8. Donc si on vient, on actualise. Je vais supprimer Google. Ça va être Google qui va être supprimé. Et on a toujours Facebook et Twitter. Tout marche. On va essayer de tout fermer. Je vais tout supprimer cette fois-ci. Mais lorsqu'on se retrouve avec rien, rien n'est affiché. Ce qui serait intéressant, c'est de dire si on n'a rien, alors on veut mettre un message. Donc en lieu et place d'utiliser for reach, on peut utiliser for else. Et puis on va mettre and for else. Au niveau de for else, on a empty quand c'est vide. Et quand c'est vide, on va mettre un message no links yet. Et on peut mettre un lien create et link. Et ça va mener vers la page de création de liens. En mettant par exemple links.create. Rappelez-vous, c'était ici links.create. Donc si on a des liens, on viendra ici, mais si on n'en a pas, on va mettre ce message. Je viens là, j'actualise, on a ce message, on clique, on peut créer un lien https google.com, on met du charabia, on valide et vous allez voir notre lien s'affiche. Donc il y a d'autres choses qu'on aurait pu améliorer, mais je pense qu'on a fait quand même pas mal de choses et puis on a vu également plein de Mitsubishi. Le with success de cette manière-là, encore une fois, c'est l'équivalent dans ce cas-là de faire session flash success et puis mettre le message qui est ici. Donc si vous préférez faire ceci et vous trouvez cela plus explicite, vous pouvez le faire en lieu et place d'utiliser with. Donc là, j'étais en train de tester et puis j'ai vu après suppression, le message flash ne s'affichait pas. Essayons de comprendre un peu d'où provient le problème. Donc si on vient au niveau de app HTTP, link controller, après suppression, on a bel et bien un message flash. Le problème, c'est que pour l'instant, on a eu à inclure notre partial flash message uniquement au niveau de create. Donc à ce niveau-là. Si on veut l'utiliser également au niveau de index, il faudra l'inclure de la même manière. Donc je peux le mettre ici et ce sera bon. Si on l'utilise au niveau de plusieurs pages, il serait plus intéressant de mettre cela au niveau du layout de base. Là, je vais profiter pour mettre main, même si ça n'a rien à voir avec les messages flash. Et on va mettre role main pour question d'accessibilité. Essayons de tester. Je vais créer un nouveau lien. On valide. On a le message flash. On va le supprimer. Et on a notre message flash également. Après, je vais vous laisser styliser tout ceci. Là, on aurait pu simplement le mettre à l'extérieur. Je pense que ce sera mieux, mais c'est juste un problème de stylisation. Je vais vous laisser gérer cela. Au niveau du layout de base,
on a eu à mettre yield content. C'est pourquoi on définissait une section content pour mettre le contenu principal de la page. Et si on le voit, si on a oublié quelque chose, là on a un dossier vendor qui contient plein de Mitsubishi, mais on ne l'utilise pas. Donc je vais supprimer le dossier vendor. On va essayer de revérifier, on crée un lien. Je vais aller rapidement, https://google.com, je mets ceci. On va tenter de le supprimer. Voyons ce qu'on a eu à rajouter pour voir si on peut modifier des choses. Là, par exemple, si on est au niveau de la route Home, ce lien va être actif. Dans le cas contraire, si on est au niveau de Link Create, c'est le deuxième lien qui va être actif. Essayons de bien formater cela. Donc, si on vient là, vu qu'on est sur la page d'accueil, on voit que c'est en blanc, c'est actif. Et là, c'est celui-là qui est en blanc. En lieu et place de se fatiguer à mettre route, current, get name, afin de vérifier que le nom de la route courante est home, on peut simplement utiliser is. Pour dire, si on est au niveau de home, on met la classe active. Et on peut faire de même ici. Pour dire, si on est au niveau de links create, alors on rajoute également la classe active. Donc ça va faire la même chose, mais on aura moins de code. Vous voyez que ça marche. Pour terminer, au niveau de route web, on aurait pu utiliser route ressources. Ceci va permettre de définir plusieurs routes. Donc si je cherche router, c'est plus facile si on vient au niveau de la doc de mettre route de point ressources. Je l'ai mal écrit, mais ce n'est pas grave. On met par exemple links et links controller. Là, on voit qu'ils aiment également le singulier pour les contrôleurs, mais nous, on aime le pluriel, ou bien moi, j'aime le pluriel. Mais on aurait pu venir là et mettre route ressources. On rajoute links et on va utiliser le contrôleur links controller. Automatiquement, il va définir les différentes routes qu'on a eu à voir. Donc, links index, links create et tout. On peut simplement faire php artisan, route list. Et là, je vais rajouter -- compact pour ne pas avoir beaucoup de choses. On va agrandir un peu. Mais vous voyez, il a rajouté les différentes routes pour nous. On va commenter temporairement tout ce qui est ici et réexécuter. Ne vous intéressez pas à Livewire, mais on peut voir qu'il a rajouté links get, links post, links create, links get pour avoir un lien particulier, modifier un lien particulier, supprimer, ça c'est l'édition. Donc ça affiche le formulaire de création, formulaire d'édition et tout ce qu'on a vu. Si je n'avais pas mis compact, il allait afficher également les noms de routes et c'était les noms qu'on avait vus. Vous avez même la possibilité de dire je veux uniquement, disons, index ou bien update et il va générer ceci pour vous. Donc, comme c'est montré ici, on pouvait dire on veut simplement index et show ou bien create a store, update, destroy. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, j'aime être explicite en définissant toutes mes routes. Essayons de tester une dernière fois. On va créer un lien youtube.com/teacher-du-net. On colle ceci. Bye bye les amis. On vient là. On peut cliquer sur le lien. Et tout marche. Alors les gars, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre un petit quelque chose. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner afin de ne rater aucune vidéo. Pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez cliquer sur ce lien afin de faire un petit don symbolique. Ce sera tout. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.